Bonjour, je suis Alexandra Victoire et bienvenue dans notre émission consacrée aux auteurs des éditions Maya. Pour ceux qui ne connaissent pas, Maya est une maison d'édition française innovante qui permet à des primo-auteurs comme moi de publier leurs romans avec un contrat d'éditeur. C'est aussi une maison d'édition qui permet à tout auteur, qu'il soit débutant ou expérimenté, de publier son roman avec une grande liberté d'expression grâce à une maison qui laisse une totale liberté à ses auteurs pour ne pas dénaturer leurs œuvres. Aussi, ce qui fait la richesse de Maya, c'est la diversité des profils de ces auteurs, avec plus de 2000 écrivains au catalogue, policiers, docteurs, chefs d'entreprise, retraités, étudiants. Ce qui compte chez Maya, c'est d'avoir du talent et d'avoir une bonne histoire à raconter qui plaira au lecteur. Et je vous propose donc de rencontrer, sans plus tarder, Frédéric Le Gallois, qui va nous présenter son dernier roman, qui s'appelle La Traque. Bonjour Frédéric, merci d'être ici avec nous. Bonjour Alexandra, merci de nous recevoir. Et vous pouvez justement nous raconter comment vous en êtes venu à écrire et quelle a été votre relation avec l'écriture. Alors, j'ai un parcours qui effectivement est très loin, très éloigné du monde de l'écriture. J'ai fait des études hôtelières. En fait, je suis né dans ce milieu de l'hôtellerie et de la restauration et j'ai évolué, voilà, j'ai fait toute ma carrière dans l'hôtellerie de luxe, en France comme à l'étranger. Et je me suis lancé dans le pari de l'écriture il y a maintenant 4 ans, aux côtés de Maya. Voilà. Alors j'avais une relation assez particulière avec l'écriture parce que j'étais très mauvais en orthographe à l'école. Je détestais les rédactions. Et puis au lycée, j'ai monté un groupe de rock. Il a fallu donc écrire les paroles et j'ai commencé à écrire comme ça, à travers la musique. J'adorais notamment à l'époque disséquer les paroles de mes groupes préférés qui étaient Metallica ou Iron Maiden. Donc voilà, je suis venu à l'écriture comme ça. J'ai aussi été baigné dans un environnement où on écoutait beaucoup Jacques Brel, Brassens. Donc je pense qu'il y avait cette sonorité de la musique et des paroles qui me sont restées. J'ai fait un peu de poèmes, un peu de poésie comme ça pour m'amuser au fil des ans. Et en 2012, je travaillais au Maroc et l'Institut français de Marrakech a fait un concours de la Nouvelle Noire. Et c'est comme ça en fait que je me suis lancé. J'ai créé ce personnage de Benoît Lefranc que l'on retrouve dans La Traque. C'est comme ça qu'il est né. J'ai eu un prix et voilà. Après, il y a eu toute une gestation pour venir sur ce premier roman qui s'appelle Vous allez tous crever, puis sur sa suite, La Traque. Justement, est-ce que vous pouvez nous résumer votre livre La Traque et nous dire comment vous avez été inspiré pour cette histoire? Oui, alors La Traque est, je dirais, la résultante du premier opus qui s'appelle Vous allez tous crever, où on a vraiment un décor qui est planté avec une confrontation entre un serial killer et un flic. Donc je dirais une scénarisation assez basique pour un polar. Ce deuxième volet voulait vraiment se concentrer sur l'aspect psychologique des personnages. J'avoue, après l'écriture du premier, je suis tombé j'étais très attaché à certains personnages et je voulais vraiment les développer un petit peu plus et les confronter un peu plus à leur propre réalité, pas seulement à la réalité d'une action qu'est la confrontation entre le gentil et le méchant, mais d'aller un petit peu plus profond dans leur propre personnalité, leurs failles, voilà, avec une toile de fond qui reprenait un peu cet affrontement entre le serial killer et le flic. Donc voilà, c'est vraiment la continuité, mais avec je dirais une approche un petit peu plus psychologique et profonde et moins basée sur l'action. Justement, une des forces de votre livre, c'est son réalisme, grâce à ces portraits psychologiques qui sont très bien dessinés. Comment vous avez justement réussi à travailler aussi bien ces traits psychologiques profonds de vos personnages? Alors pour le serial killer, je me suis beaucoup renseigné en fait sur les profils de serial killer, notamment aux États-Unis, sur les 60 dernières années. Et je pense que j'ai pioché un petit peu à chacun des caractéristiques caractéristiques pardon, de leur profil. Et puis sur le personnage du flic, on le retrouve au début du livre, je dirais un peu mal en point, un peu au fond du gouffre. Donc là, voilà, je voulais vraiment aller chercher quelqu'un de torturé, au bout du rouleau, fatigué, en lutte contre lui-même, et qui va devoir en plus lutter contre ce méchant qui le traque.
Et justement, quel message vous vouliez passer à travers justement des personnages qui souffrent et un environnement euh, aussi lourd psychologiquement? Ce qui était important, c'est de montrer que malgré les difficultés de la vie, malgré tout ce qui peut nous arriver du jour au lendemain, on peut se relever en fait. Et c'était important pour moi d'amener Lefranc à un moment au début du livre où il est vraiment dans le creux de la vague, vraiment au fond du gouffre, et de l'amener à cet instant précis où il touche le fond et il donne ce petit coup de pied qu'il fait remonter en fait à la surface et qui voilà lui permet de se prouver à lui-même qu'il peut continuer à vivre malgré les épreuves, continuer à lutter contre lui-même, contre ses démons et contre son ennemi désigné qui est Maxence Préval. Et Paris, dans votre roman, prend aussi une grande place. C'est presque un personnage à part entière. Est-ce volontaire de votre part? Je crois pas que ce soit volontaire au départ. En fait, j'ai travaillé 9 ans à l'étranger et quand je suis rentré en France il y a 4 ans, j'ai redécouvert Paris. Vraiment avec un nouveau visage. J'ai trouvé une ville plus accueillante, plus cosmopolite, euh, vraiment plus agréable, dans lequel je trouvais plus de plaisir à me promener à pied, à circuler à vélo. Enfin voilà, vraiment une ville différente. Et naturellement, j'ai eu envie qu'elle prenne une place dans le, dans le roman. Et je crois que c'est aussi une manière un petit peu d'écrire avec une approche assez cinématographique. J'ai vraiment envie que les gens, même s'ils connaissent pas Paris et qui lisent ce livre depuis l'étranger ou depuis la province, puissent tout à fait s'imaginer remonter la rue de Rivoli à 130 dans une voiture de police et arriver sur la place de la Concorde. Et voilà, ça, pour moi, c'est important. En fait, il y a une véracité dans les descriptions qui sont assez prégnantes dans l'écriture. On retrouve également beaucoup de Normandie dans votre livre. Vous pouvez aussi nous expliquer pourquoi vous avez choisi la Normandie? Oui, alors le lien est assez simple parce que je suis normand d'origine. Je suis né non loin des plages du débarquement. Et pour la traque, j'avais vraiment besoin, pour pouvoir travailler l'aspect psychologique des personnages, j'avais besoin d'un lieu que je connaisse et que je maîtrise. Et donc, naturellement, ce lieu des plages du débarquement s'est imposé. Et puis, ça me permettait de faire un clin d'œil à mon enfance et aux heures passées sur les falaises normandes et dans les blocos voilà, du résultant du débarquement. Et puis, je trouve que c'est un lieu qui est resté assez sauvage, qui n'a pas beaucoup changé. Quand j'y suis retourné pour faire les repérages pour le livre, j'ai retrouvé en fait vraiment les lieux de mon enfance 30 ans après. Et je trouvais que c'était assez magique en fait de transposer ça dans le récit, de le décrire et de donner, je dirais, de transmettre cette atmosphère particulière de la Normandie et de cette région, notamment l'hiver, où il pleut beaucoup, où il fait très gris, où il y a du vent. Voilà, et je trouvais que c'était vraiment le cadre idéal pour cette traque et pour voilà, vraiment explorer l'aspect sombre des deux personnages. Justement, le rythme alterne dans votre roman entre tension psychologique et action pure. Comment vous avez réussi à... Comment et pourquoi vous avez réussi à... Je vais y arriver. Comment est vous... Je le refais. Justement, dans votre roman, le rythme alterne entre tension psychologique et action pure. Pourquoi vous avez construit votre livre de cette manière et comment vous avez réussi justement à passer ce climat de tension qui est présent du début à la fin dans votre livre? En fait, je me place toujours de côté du lecteur. C'est-à-dire, je me dis, quand le premier livre que j'ai écrit, je me suis dit, en fait, quel est le livre que j'aimerais lire en tant que lecteur. Donc, je me place en tant que lecteur et je me dis, voilà, j'installe une certaine tension. Et puis, au bout de 2, 3 chapitres, je mets voilà, une espèce de petit choc pour réveiller le lecteur, pour le surprendre. En fait, c'est ce que j'aime, moi, quand je lis, que ce soit de la BD, du polar. J'aime comme ça qu'il y ait des moments de tension assez lourds, assez pesants. Et puis tout d'un coup, voilà, quelque chose qui se réveille, qui peut être violent, qui peut dérouter le lecteur. Ça, j'aime beaucoup faire. En fait, j'aime beaucoup emmener le lecteur vers quelque chose et puis au dernier moment, en fait, faire demi-tour ou bifurquer ou le surprendre, tout simplement en amenant des personnages et puis au bout d'un moment les supprimant, parce que ça arrive parfois qu'on doit supprimer des personnages. Pourquoi on est amené à supprimer des personnages?
En fait, on peut pas tous les garder. Dans le polar, il y a quand même cette notion de, malheureusement, de meurtre et de. Il y a la facilité qui est de supprimer des personnages secondaires. C'est toujours un petit peu plus violent pour le lecteur quand on supprime des personnages de premier plan, auxquels on s'attache finalement assez vite, parce que quand on découvre des personnages, les descriptions physiques donnent une idée de qui ils sont, mais ce sur quoi le lecteur va s'attacher, c'est plutôt les aspects de personnalité de chaque personnage. Et si on trouve des aspects de personnalité communs avec ceux qu'on a, par exemple, on va s'attacher au personnage. Et donc, s'il est supprimé 4 pages après, voilà, on va être un petit peu choqué, un peu remué, et puis voilà, on crée cette tension, en fait, je pense, dans le récit. Et l'idée, c'est que cette tension amène le lecteur à ne pas lâcher le livre et à le garder jusqu'au bout. Et comment vous construisez justement la personnalité de vos personnages? Est-ce que vous inspirez de personnes réelles ou vous vous inspirez de faits qui ont déjà existé? Comment vous construisez Alors, vos il y a personnages? une partie de recherche, notamment sur, je dirais, sur les méchants. Il y a une partie de recherche, évidemment, sur des profils de tueurs ou de tueurs en série qui ont existé. J'ai la chance d'avoir accès aussi à pas mal de données du monde judiciaire, du monde de la police judiciaire, puisque j'ai des sources en fait qui m'aident notamment sur cette partie des profils psychologiques des tueurs. Et puis pour les autres, je dirais que c'est plutôt une inspiration globale en fait. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Regarde beaucoup autour de soi, qui observe beaucoup les gens dans la rue, dans mon univers professionnel. Et je pense que je pique en fait des petites choses comme ça, des gestes, des expressions, des caractéristiques. Et ça me permet de construire mes personnages. Et je me dis toujours, quand j'amène un personnage, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée en fait. Qu'est-ce qui va amener lui, comment il peut être différent, comment il peut, par son arrivée au sein du groupe, par exemple, d'enquêteurs, comment il va remuer un petit peu ce groupe, comment il va chambouler un petit peu les choses, sans forcément avoir une personnalité très forte, mais en tout cas avec oui, une psychologie assez profonde. Donc voilà, je dirais, je pioche un peu dans toutes ces observations. Je note jamais rien, mais j'ai un système de tiroir en fait, je pense, dans la tête. Et quand j'ai besoin d'une caractéristique ou d'un profil, je vais piocher dans mes tiroirs. Je dis tiens, ça c'est pas mal. Je vais lui faire dire ça, je vais le faire parler comme ça. Les dialogues sont très très importants, je trouve. La façon dont les personnages parlent. Quand ils parlent, certains sont assez taiseux, donc c'est aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont suggérées, c'est assez sous-jacent, mais voilà, donc c'est comme ça que ça se construit. Et puis, je pense que les personnages aussi, les interactions qu'ils ont les uns avec les autres, les construisent. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'au bout d'un moment, c'est les personnages qui écrivent les livres, et je crois assez à ça. C'est-à-dire qu'on les crée, il y a une naissance, et puis comme un enfant en fait, à partir du moment où il commence à marcher, voilà, il évolue, il fait son chemin dans son environnement et il explore. Et je pense que les personnages qu'on crée, il y a de ça vraiment, ils explorent et d'eux-mêmes en fait, ils vont aller vers des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ, en tout cas dans la genèse du récit. Ouais. Très intéressant. Vous parliez des origines de votre goût pour l'écriture. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi du roman policier? Qu'est-ce qui vous a amené particulièrement à écrire des romans policiers? Alors je suis pas un grand lecteur au départ. Je lisais très très peu à l'école, et à part ce qui nous était imposé par les profs de français. Je suis venu à la lecture en fait par la BD. Mon père m'a donné ce goût de la BD, donc Astérix, Gaston Lagaffe, vraiment les grands classiques de la BD franco-belge. Et puis j'ai évolué vers des grandes séries type 13, Largo Winch, Landfeust dans un autre registre. Et puis voilà, naturellement, je suis allé vers le polar, comme ça, un petit peu par curiosité, et j'y ai pris goût. J'ai vraiment aimé ça, donc j'ai vraiment exploré dans le polar ce qui peut se faire, que ce soit le polar danois avec Yoder-Olsen par exemple, et le polar français que vraiment j'aime beaucoup, avec des gens comme Bernard Minier, avec Sébastien Gendron.
deux auteurs que j'aime beaucoup et à qui je fais un petit clin d'œil dans le livre. J'aime beaucoup aussi l'écriture à quatre mains de Camus et Hugues, notamment sur leur trilogie W3, qui est extrêmement bien construite. Et vraiment, c'est comme ça que je suis allé vers la lecture. Et au moment où je me suis lancé dans l'écriture, je voyais pas d'autre style que le polar, en fait. Vraiment, je voulais écrire cette histoire de roman policier, cette histoire de flic. Et un peu par hasard, pour le premier livre, j'ai entendu à la radio qu'on fêtait, entre guillemets, le coup de couteau que Bertrand Delanoë avait pris lors d'une soirée blanche à Paris, il y a maintenant, je pense, plus d'une dizaine d'années. Et je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce qui se passerait si le maire de Paris, quel qu'il soit, était assassiné, et sauvagement assassiné, et qu'en fait, il y ait toute une machination derrière, un serial killer, etc. Et en fait, c'est comme ça que le premier livre est né. Et ça me paraissait complètement logique d'aller dans l'univers du roman noir. Et puis, peut-être par légitimité aussi, le fait de mieux maîtriser ce domaine-là, le roman noir, que la littérature blanche. Pour se lancer, je pense que c'était pas mal. Vous mentionniez que vous avez passé 9 ans à l'étranger. Vous avez vécu principalement au Maroc ou vous avez vécu dans d'autres pays? Alors, j'ai vécu au Maroc, j'ai vécu au Brésil et j'ai vécu en Angleterre. J'ai également vécu au Brésil. Voilà, j'étais à Sao Paulo pendant une petite année et après à Londres pendant 5 ans. Et est-ce que du coup, ces voyages aussi vous ont influencé quelque part dans votre écriture ou... Alors, je crois pas à ce stade. Alors, dans l'ouverture d'esprit, clairement. Je pense que quand on vit à l'étranger, qu'on est expatrié, on a forcément une ouverture sur le monde, sur les cultures, sur tout ça qui est. On a un point de vue qui est forcément différent. Sur l'écriture, non, pas à ce stade-là. Je pense sur mon prochain livre, là, on va avoir une ouverture un petit peu plus large, effectivement. Je dirais que c'est assez concentrique. Le premier se passe à Paris, le deuxième à Paris et en province. Et voilà, après, on ira, je pense, sur Paris et l'étranger pour vraiment ouvrir un petit peu. Donc, Paris était très confortable au départ. La Normandie l'était aussi. Voilà, maintenant, je pense que le style s'affirmant un petit peu, en ayant un petit peu plus confiance aussi dans l'écriture. Voilà, le fait que les livres marchent bien, je me dis oui, je pense que je peux aller décrire des endroits à Sao Paulo ou à Londres. Voilà, ça peut être sympa. Ouais. Et justement, vous pensez que vos livres s'adressent à quel type de public? À quel type de lecteurs? Qui sont les lecteurs de vos livres? Alors les premiers lecteurs sont plutôt des gens qui me connaissent, les amis, la famille, aussi des gens du milieu professionnel qui me voient maintenant d'un œil un peu bizarre parce que ils ont l'habitude de me voir en costume avec une cravate dans un environnement très luxueux, très normé, très cadré. Et quand voilà, j'assassine des gens dans des livres, ils me regardent toujours voilà avec un œil un petit peu bizarre, mais c'est assez drôle d'ailleurs. Ça permet d'avoir vraiment deux personnalités. Mais en fait, le livre, je dirais, s'adresse bien sûr aux fans de polar, parce que le lecteur de polar, je dirais, le meilleur jury. Il est intransigeant. Il a en général une connaissance de tout type de polar, comme je disais. Hein, ça peut être le polar nordique, français, américain. Il y a vraiment un panel très très riche. Et donc c'est intéressant de se confronter à ce lectorat-là. Et puis aussi d'amener des gens au polar. C'est-à-dire, j'ai dans mon entourage des gens qui ont commencé à lire parce que j'ai écrit. Et donc ça a été leur premier livre et ça a été la porte d'entrée vers le polar. Et ils se sont dit, mais en fait, c'est génial, il se passe plein de trucs. Et donc là, on peut rebondir, on peut dire, ah, tu devrais lire ça, moi j'ai adoré ça, ça c'est rigolo, ça c'est pas drôle. Voilà. Et ça, c'est très très intéressant d'amener le maximum de gens vers ce style-là. Et c'est pour ça que je veux pas qu'il soit non plus trop technique. Il y a un aspect technique dans le livre, on parle de médecine légale, on parle de juridique, de judiciaire, de procédure pénale. Donc tout ça, c'est très important que ce soit vrai, qu'il y ait une vraie véracité. Je me dis toujours que si un avocat ou un médecin légiste lit le livre, il faut qu'il se dise, ok, c'est plausible, c'est romancé, mais c'est plausible. On peut pas trop jouer avec cette partie-là. On est obligé de la romancer parce que
sinon ça deviendrait un peu Mhm. casse-pied, mais un peu ennuyeux. Mais en tout cas, voilà, pour revenir au lecteur, c'est important de les immerger dans ce type de roman et de leur ouvrir en fait une porte vers comme je disais, un panel qui est très très large et qui est très très intéressant. Et quels ont été les retours justement de vos lecteurs? J'ai cru comprendre qu'ils avaient été attirés par ce réalisme qui leur permet à la fois d'apprendre sur le milieu judiciaire et en plus de s'immerger dans l'histoire. Quels autres retours de vos lecteurs avez-vous eu? Ben, pas mal de questions sur les sources, évidemment, parce que ça pose question de savoir comment je peux savoir assassiner quelqu'un de telle ou telle manière. Source que je ne dévoile pas, évidemment. Et puis, le réalisme aussi, effectivement, des retours sur le réalisme. J'ai notamment eu des gens qui m'ont posé la question de savoir si j'aimerais que les livres soient adaptés en série, par exemple, parce qu'ils imaginaient complètement ce type de récit adapté. Et j'ai fait avec mon fils aîné un petit jeu de casting, en fait, où lui faisait son casting idéal et je faisais mon casting idéal en fonction de ce que j'avais imaginé. Et ce qui était assez drôle, c'est que les personnages et les acteurs étaient complètement différents. C'est-à-dire que sa vision était complètement différente de la mienne. C'était assez intéressant. Et puis, il y a une question qui revient souvent, c'est à quand la suite, en fait. Parce que un peu comme on vit aujourd'hui quand on regarde des séries, il y a toujours ce petit voilà, on regarde le dernier épisode de la saison et puis on se dit il va falloir attendre 6 mois, 1 an pour la saison 2. Et donc c'est vrai que à la fin du premier, juste avant de le soumettre à Maya, j'ai changé la fin vraiment à la dernière minute en me disant si jamais ce livre était publié et si jamais je pouvais écrire une suite, voilà, je me laissais la porte ouverte en faisant cette fin et ce cliffhanger, comme on dit. Voilà, et donc j'aime bien quand même semer des petites choses comme ça qui permettent après d'ouvrir sur une suite ou un autre univers. D'accord. Et justement, j'en viens à vous demander comment avez-vous réussi à publier donc votre premier roman? Comment avez-vous réussi à trouver une maison d'édition et comment avez-vous procédé pour cette aventure qui sortait du cadre de votre travail Oui, habituel? absolument. Mais en fait, une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais en fait? Je l'ai fait lire à des amis qui lisent du polar, qui m'ont dit, c'est génial, c'est super. Mais bon, c'est des amis, donc on ne sait jamais si c'est vraiment aussi, voilà. Et donc, j'ai cherché un peu sur Internet des éditeurs indépendants. Et un ami m'a conseillé de contacter Maya, puisque lui avait été édité dans le cadre professionnel de l'hôtellerie par Maya. Et il m'a dit, écoute, tu devrais leur soumettre ce que j'ai fait. Et la réponse a été quasi immédiate, avec voilà, un retour, un contrat et quelque chose en fait qui m'a vraiment plu, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de demande de changement sur le récit. Ça, c'est important, parce que la plupart des maisons d'édition aujourd'hui, effectivement, imposent beaucoup de changements. Vous avez pu publier votre Voilà, livre. j'ai laissé vraiment tel quel. Alors évidemment, il y a toute la phase de correction sur la partie syntaxe, grammaire, etc. Nécessaire. Mais en tout cas, sur le fond du récit, presque une volonté de ne toucher à rien. Vraiment pour laisser l'œuvre telle qu'elle, en tout cas telle qu'elle avait été reçue par Maya. Voilà. Et donc, ça s'est fait assez naturellement. Assez facilement. Pour le premier roman. Pour le premier roman, et j'ai pu en plus avoir demander que la couverture soit dessinée par mon second fils. D'accord, c'est votre fils qui a dessiné la couverture des deux romans? Des deux romans. Donc sur le premier, en fait, je lui ai donné un peu le synopsis. Et voilà, il est venu avec cette couverture que j'aime beaucoup. Et puis le deuxième, pareil, en fait. Pareil, voilà, c'est lui qui a inspiré cette belle couverture. Et c'est aussi pour ça que je voulais éditer le second chez Maya, pour avoir cette continuité, en fait, pour que le lecteur retrouve quand même dans le format et dans la couverture la continuité entre le premier et le deuxième volet. Ouais. Et donc vous êtes satisfait de cette collaboration? Oui, très content. Effectivement, ce que j'ai aimé avec la track, c'est que l'expérience faisant, j'ai moi-même été plus exigeant avec moi comme avec Maya. Et Maya a répondu présent, en fait. J'ai vraiment eu cet écho
d'être écouté, d'être entendu sur mes exigences, entre guillemets, d'auteur, avec parfois des petites batailles sur de la syntaxe, sur des formules ou des formulations. Mais en tout cas, vraiment d'avoir eu un échange très très constructif qui permet d'avoir ce livre aujourd'hui paru. Et je vais donc vous poser la question, est-ce que vous travaillez actuellement sur un spin-off, sur un troisième livre? Alors il y a un troisième livre en préparation, effectivement, qui n'est pas une suite, qui est un spin-off de la traque. Je prends en fait un des personnages qui intervient dans la traque. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on a tendance à s'attacher au personnage. Et quand j'ai amené ce personnage, ce personnage devait être là quelques pages et vraiment passer comme ça. Et puis j'ai pas pu le lâcher. En fait, je me suis dit, il y a quelque chose avec ce personnage. Il faut que j'aille creuser un petit peu plus. Et donc j'ai eu l'idée en fait de non pas de faire une suite, parce que je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour aller vers éventuellement un troisième volet de cette confrontation entre Préval et Lefranc. Mais en tout cas, voilà, je voulais explorer un petit peu ce personnage, bifurquer en l'apprenant vraiment après la traque et en racontant son histoire, son itinéraire. Et voilà, donc l'idée, c'est un peu de construire une espèce d'arborescence ou de constellation de personnages qui se croisent à des moments donnés, à des périodes différentes, dans des lieux différents. Je fais beaucoup référence en fait à Quentin Tarantino qui a tendance dans ses films à présenter des personnages comme ça, les uns à la suite des autres, sans qu'on voit en fait le lien entre eux. Et puis sur les 10 dernières minutes, tout le monde se croise, souvent dans un bain de sang, et tout le monde se croise. Et voilà, on peut, si on remonte le fil du film, on se rend compte qu'en fait, ils se croisent bien avant ça, sans forcément s'apercevoir, sans avoir d'interaction. Et donc j'aime bien un peu cette idée de constellation de personnages et de profils, voilà, pour les faire se croiser à des moments de leur vie. Et puis ça permet de travailler sur plusieurs époques, sur plusieurs lieux différents, et pas rester concentré sur, je dirais, un groupe de personnages ou voilà, le groupe d'enquêteurs, le duo d'enquêteurs que sont Lefranc et Horowitz. Voilà, de vraiment aller d'ouvrir un petit peu pour peut-être mieux revenir sur le duo de départ. Très bien, je vous remercie. Le roman policier est un divertissement, mais est-ce qu'au-delà du divertissement que vous essayez de procurer à vos lecteurs, est-ce qu'il y a des messages particuliers que vous essayez de passer à travers vos livres? Je dirais qu'il y a quand même un message assez profond de fond, c'est-à-dire c'est la lutte entre le bien et le mal. Et ce que j'essaye d'amener aussi, c'est que cette lutte, elle n'est pas aussi tranchée qu'on veut bien le croire. C'est-à-dire que quand on lutte contre le mal, on peut parfois déroger, sortir du cadre, ne plus respecter les règles. C'est un petit peu le cas de Lefranc, il est toujours un petit peu border, voilà, parfois il sort un peu du cadre de la loi, de son mandat de flic. Et puis le méchant, il est méchant, mais il y a forcément une origine, il y a forcément une genèse à sa colère, à sa violence, etc., etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste voilà quelqu'un qui a décidé de tuer des gens et un flic qui est l'ange gardien. Non, c'est pas aussi simple. En fait, je pense dans cette lutte du bien et du mal, il y a une zone grise. Voilà, qui est un peu flou et on ne sait pas trop en fait, on ne sait pas trop où se situer. Et certains lecteurs m'ont dit, notamment sur le premier volet et encore plus sur le deuxième, que ils pouvaient comprendre pourquoi Maxence Préval agissait comme il agissait, sans forcément l'excuser, mais en tout cas comprendre pourquoi il en était arrivé là et comment il en était arrivé là. Et ça, je pense que c'est assez important de bien dire que c'est pas si simple en fait. Effectivement, il y a un cadre légal, on vit tous en communauté, donc on est obligé de respecter des règles. Mais voilà, il y a souvent une explication à tout ça. Pas forcément d'excuses, mais en tout cas une explication. Et si vous pouviez résumer La Traque en une phrase, comment résumeriez-vous votre roman? Je dirais que c'est la confrontation entre deux personnes que tout oppose. L'un est flic, l'autre
est un serial killer et qui pourtant ont énormément de choses en commun dans leur histoire et dans leurs blessures intérieures. Voilà. Et si vous vouliez donner 3 bonnes raisons au lecteur de lire votre livre, quelles sont? La raison première serait que je garantis un très très bon moment de lecture. La deuxième, c'est que s'ils apprécient, je dirais, une écriture un petit peu rock, un petit peu décalée, ils trouveront leur compte. Et puis, la dernière serait que je dirais qu'on n'est qu'au début de l'histoire de tout ce petit monde-là, comme je disais tout à l'heure, et qu'il y a encore plein de surprises à venir. Et donc, pour découvrir les surprises à venir, il faut commencer par le début. Et voilà. Ce sont 3 très bonnes raisons. Frédéric, je vous remercie beaucoup. Merci Alexandra. Vous nous avez donné vraiment envie de plonger dans votre univers. C'est un univers vraiment passionnant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais, si le lecteur aime écouter de la musique en lisant, j'ai mis la bande, voilà, j'ai mis ce que moi j'ai écouté en écrivant, la bande originale en fait du livre, les groupes, et voilà. Donc je conseillerais de s'immerger un petit peu dans le monde musical et dans la lecture en même temps. Ça peut faire un bon combo. Vous avez décrit la playlist des titres que vous avez écoutés quand vous avez écrit Ouais, en fait, vos à la romans. fin, j'ai vraiment mis les groupes qui m'ont aidé à l'écriture. En fait, la musique me permet de me mettre dans une bulle, vraiment de me couper, de m'immerger dans l'écriture. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de l'écriture de la track, que selon le personnage que je traitais, ou selon la tension, le degré d'action que je traitais, je n'écoutais pas la même chose. Donc, quand je suis plutôt dans une phase où je dois assassiner quelqu'un, je vais plutôt avoir tendance à écouter du métal, un peu, voilà, quelque chose d'assez fort et d'assez rythmé. Et puis, dans les phases où voilà, on trouve Préval, notamment au début, pardon, Lefranc, notamment au début, un peu au fond du gouffre, un peu en peine, je vais aller vers des choses un peu plus blues, un peu plus mélancoliques, voilà, qui vont vraiment, je pense, aider à la musicalité de l'écriture. Je crois beaucoup au rythme des phrases. Et donc, la musique aide à ça. Du coup, on a la possibilité de s'immerger avec les musiques qui vous ont inspiré et qui reflètent certains aspects ou certains Oui, moments ouais, du absolument. livre. Et y a-t-il du coup une chanson qui résumerait plus que les autres le livre La Traque? Alors, il y en a une, mais je peux pas la dire parce que elle est citée à la fin du livre, donc je vais laisser le lecteur la découvrir. Je peux juste dire que c'est une chanson des Foo Fighters, mais je laisse le lecteur la découvrir. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, on a hâte de découvrir cette chanson et donc de découvrir également votre futur 3e roman. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup, Frédéric. Merci Alexandra. Au revoir. Au revoir. Benoît Lefranc était devenu une épave, l'ombre de lui-même. Le meurtre d'Emma l'avait fait s'écrouler et complètement sombrer. Il était mort lui aussi ce jour-là. Et sa sentence était finalement bien pire. Il était condamné à vivre seul, sans celle qu'il aimait plus que tout, et avec qui il aurait voulu passer le reste de sa vie. Talion en avait fait une âme errante que plus personne ne reconnaissait, pas même Alex.